Il est journaliste et écrivain. Éric Fotorino publie La pêche du jour aux éditions Philippe Ray. Un texte fort, un texte bouleversant. Éric Fotorino est notre invité pour en parler dans Délivrez-vous. Bonjour Éric Fotorino. Bonjour Sarah. Vous êtes ici en Lorraine à Saint-Dié-des-Vosges à l'occasion des 50 ans de la librairie Le Neuf. On va parler de votre actualité, on va parler de La pêche du jour et c'est vraiment ce livre qui m'a fait envie de discuter avec vous. Mais avant ça, peut-être parler un tout petit peu de votre rapport aux libraires et aux librairies. Très souvent dans l'hebdomadaire Le 1, vous donnez chaque année, je crois, la parole aux libraires. Ça veut dire que vous leur donnez une importance. Quel lien avez-vous depuis l'enfance peut-être avec les librairies? Alors c'est vrai que dans mon enfance et début de mon adolescence à La Rochelle, j'ai été, j'allais dire, amoureux d'une librairie. Et j'avais écrit un texte en disant on ne devrait pas tomber amoureux trop jeune d'une librairie parce que quelquefois elles disparaissent et nous on reste comme ça avec le chagrin de la disparition. Mais il y avait une librairie à La Rochelle qui s'appelait la librairie Dupic, avec un monsieur Dupic, qui avait ses vieilles échelles, qui avait ses rayonnages, il y avait une odeur, un parfum des livres. Donc quand je poussais la porte de ce lieu, avant même d'avoir lu quoi que ce soit, j'avais envie de tout. Et c'est cet homme qui m'a vraiment, d'une certaine manière, initié à l'envie. Après, j'allais vers ce qu'il pouvait me conseiller, ou je lui proposais aussi, moi, mes propres chemins, les chemins que j'avais envie de découvrir. Mais donc, tout ça pour dire que, dès l'enfance, la librairie, elle est associée à un lieu, à un visage, celui de ce libraire, et puis un peu comme dans une pâtisserie, l'envie d'aller découvrir tout ce qu'il offre. Ça veut dire que c'est de la littérature incarnée finalement, la librairie. C'est incarné par une personne qui va effectivement échanger avec vous. Est-ce que ça vient de là aussi, ce goût de l'écriture? Vous êtes journaliste et romancier. Vous écrivez vraiment beaucoup. Beaucoup de livres ont été publiés, des livres plus personnels, d'autres sur le vélo, d'autres sur le monde qui nous entoure. Est-ce que ce goût de l'écriture vient aussi de cette librairie? Alors, je pense que le goût de l'écriture a été précédé par peut-être une sorte de nécessité, c'est-à-dire l'idée que si je voulais exprimer quelque chose qui m'était propre, peut-être faudrait-il en passer par l'écriture. Donc avant le goût, il y a eu, je pense, ce besoin, même quelquefois un peu douloureux, qui s'est manifesté, qui s'est exprimé. Ensuite, il est probable que le chemin que j'ai parcouru dans la littérature a été pavé par toutes ces librairies dont j'ai poussé la porte dans ma vie. Parce que, et même je me souviens quand j'étais reporter pour Le Monde, que j'allais dans beaucoup de pays étrangers, je me souviens notamment de la Russie à une époque, je poussais la porte des librairies alors que je savais que je ne comprendrais rien à ce que je verrais. Mais j'avais besoin de respirer l'atmosphère des livres, je les ouvrais, je les humais d'une certaine manière, il y avait quelque chose de sensuel qui se passait. Donc probablement qu'il y avait dans mon inconscient, dans le trajet inconscient de l'idée d'écrire, le fait qu'un livre se terminait là, sur un rayonnage avec ses compères. Vous avez parlé de nécessité quand vous avez parlé d'écriture, mais je crois que, peut-être pas, mais vous allez me le dire, que ce soit en tant que journaliste ou romancier, il y a cette question de nécessité, c'est-à-dire être nécessaire au monde en étant journaliste, en parlant de ce qui se passe, et notamment avec le journal Le 1, vous avez été très longtemps au Monde, mais avec Le 1, je crois que vous avez renoué avec cette question de nécessité, et d'être utile au monde, et la nécessité aussi personnel, et Bien notamment sûr. ça avec certains de vos livres où il a fallu peut-être écrire pour mieux comprendre sa généalogie, son propre pour rapport élucider, au monde. voilà, pour élucider. C'est vraiment une histoire de nécessité, ce que vous avez choisi comme métier avec un S. Alors, je pense que oui, ça relevait, même si lorsque vous commencez un parcours, vous n'êtes pas toujours conscient de là où il va vous amener et quels sont tous les prérequis qui font qu'à un moment donné, vous allez là et pas ailleurs. Mais c'est vrai que je pense qu'assez tôt, j'ai perçu cette nécessité pour moi, si je voulais vraiment vivre ma vie, de
de la traduire, et non pas de la travestir, de la traduire dans des mots, et dans des mots plutôt couchés sur du papier. J'aurais pu faire de la radio, j'aurais pu faire de la télévision, j'aurais pu faire... Mais non, pour moi, il y avait ce moment un peu de lenteur et un peu de recueillement qui est, une fois qu'on a été dans le tumulte du monde, qu'on a été soumis à beaucoup d'informations, beaucoup de sensations, de tirer le fil de l'écriture, un peu comme un funambule tire son fil, et d'essayer de rester en équilibre sur ce fil pour pouvoir justement avancer sans tomber, et permettre à d'autres de s'accrocher à ce fil pour qu'ensuite on puisse partager une même compréhension du monde. Et vous voyez aujourd'hui où on parle de vérité alternative, de désaccords sur même les faits, je ne parle même pas de leur interprétation, d'aller rapporter des faits qui ne sont pas des opinions, mais des faits. C'est quelque chose qui m'apparaissait déjà essentiel, mais qui aujourd'hui me paraît vital. Si on n'arrive pas dans une société à s'accorder sur le fait que quelque chose existe ou a existé, on ne pourra jamais faire un autre chemin ensemble. Il y a les faits, et puis il y a certains matins, la colère et l'émotion. Je crois que La pêche du jour, ce texte, est né de ça, d'une colère liée à une grosse émotion. Racontons l'histoire de La pêche du jour. C'est aujourd'hui un livre publié chez Philippe Ray. C'est aussi aujourd'hui une des voix, celle de Jacques Weber et Léola Blanchard, pendant des semaines au Théâtre du Rond-Point. Mais au départ, c'est un texte que vous avez écrit qui a été publié au 1. Oui. Racontez-moi ce matin ou ce soir. Alors, c'était un soir, en réalité. C'est effectivement, je pense que peut-être 5 minutes avant de l'écrire, je ne savais pas que j'allais l'écrire. Il y a toujours quelque chose de mystérieux dans le surgissement de l'écriture. Et j'aime bien ne pas essayer d'élucider ce mystère, d'ailleurs, de le laisser pour ce qu'il est, parce que chaque livre est différent dans son histoire. Mais pour ce qui est ce texte que j'ai finalement appelé La pêche du jour, c'était un soir très tard, en réalité, où quelques mots m'ont traversé l'esprit. Et des mots qui n'étaient pas anodins, mais des mots qui ne disaient pas non plus quelque chose de très fixé dans mon esprit. Ces mots, c'était le yéménite plus fin que la bonite. Et donc, quand vous avez 3 mots comme ça qui vous traversent la tête à minuit passé, c'est difficile d'aller dormir en fait, parce que vous les interrogez, ces mots, vous vous dites mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc je me souviens très bien de ce soir-là, c'était un soir de juin. Je suis retourné dans mon bureau, j'ai rallumé la lumière, je me suis assis, j'ai rallumé mon ordinateur, et je suis resté devant. Et puis, comme si le texte était déjà écrit dans ma tête depuis très longtemps, un dialogue est venu, 2 voix qui se sont comme ça entremêlées, très choquantes, très décourageantes d'une certaine manière et un peu repoussantes. Et en même temps, elles étaient là et je ne pouvais faire autre chose que de les capter. Et ça a donné ce texte qui est un texte bref et qui évidemment m'a mis mal à l'aise moi le premier. Ben c'est ça, c'est un texte qui nous met mal à l'aise et c'est sa force. C'est un texte qui fait appel à notre conscience, à notre mauvaise conscience aussi. C'est un texte qui parle des migrants pour poser simplement l'histoire, si je peux dire ça comme ça. C'est un pêcheur à Lesbos, mais un pêcheur qui ne pêche pas n'importe quel poisson, un pêcheur qui pêche des migrants. Qui pêche des migrants morts ou en train de mourir, en tout cas quand ils seront sur son étal de Lesbos, ils seront bien morts. Et à travers cette, j'allais dire, cette pêche cannibale, il y a cette interrogation sur qu'est-ce qu'on accepte, en fait, qu'est-ce qu'on accepte nous, que fait cet homme? Est-ce qu'il est l'incarnation du mal absolu? Est-ce que le client qui est sur la scène du Rond-Point, Léola Blanchard, est une cliente? Est-ce qu'elle est le bien, l'incarnation du bien? Évidemment, c'est très particulier de commenter soi-même un texte qu'on a écrit dans une sorte de jaillissement. C'est-à-dire où je n'ai pas dit, tiens, il faut que tel personnage incarne justement le mal et l'autre le bien, et puis on fait un récit très manichéen. Non, en fait, tous les deux sont traversés et par le mal et par le bien. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait est abject et très repoussant, et en même temps, il soulage l'ensemble de la société en le faisant.
et ceux qui sont passifs sont tout aussi complices que lui. Et donc, d'une certaine manière, on voit bien, au fur et à mesure du texte, et ça m'a encore plus sauté aux yeux, si j'ose dire, en voyant le spectacle, en écoutant les comédiens, de voir que finalement, il y avait une sorte de chassé-croisé où le pêcheur est capable d'émotions très fortes, de sensibilité, mais aussi de colère, d'indignation, alors qu'il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire de les dépecer, de les apprêter, de les préparer, de montrer comment ce qu'il fait est finalement bien moins pire que ce que font ce qu'il appelle les bateaux de la bonne conscience, qui les repêchent vivants, mais pour les laisser comme des morts vivants dans des camps grillagés. Et ce client ou cette cliente qui, de son côté, est indigné, de plus en plus indigné, et qui en même temps n'a pas de main. Et comme le pêcheur lui dit, quand vous tuez, c'est avec nos mains. C'est un texte très court. Il est question de plein de choses, de la mer qui est un désert, de la question politique aussi, de la question, comme vous disiez, de la passivité, de notre rôle à tous, il nous met mal à l'aise, avec un mot qui revient à la fin, qui est le mot lâche. Nous sommes finalement tous des lâches. Et moi, ça m'a frappé parce qu'effectivement, on se pose, nous, la question, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et comme vous avez dit, ce n'est pas du tout un texte manichéen, et c'est un texte qui se pose toutes ces questions. Quelle force, maintenant que ce texte a vécu et a eu cette histoire publiée, dit qu'il n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Ce texte a fait aussi venir beaucoup de monde, beaucoup d'écrivains. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que vous dites de cette soirée-là et de votre écriture? Et quel chemin avez-vous fait vous-même? Qu'est-ce que ça a changé, ou pas d'ailleurs? C'est vrai qu'il y a une grande différence et une amplitude entre le moment où vous écrivez un texte comme ça dans la solitude d'une nuit et puis tout d'un coup, quand ces mots vont à la rencontre d'un public qui vient dans une salle, qui s'éteint et qui va entendre ces mots, ces paroles et qui vont résonner en lui. On avait convié SOS Méditerranée qui était là tous les soirs des représentations et qui expliquait au public après la représentation, à tous ceux qui voulaient, les gens étaient plutôt très à l'écoute, quelles étaient leurs interventions en mer, qu'est-ce que ça représentait de sauver des vies, mais de voir aussi que on a vu cette année 2021 plus de 3000 morts en mer, dont 2000 en Méditerranée, donc ça continue jour après jour. Et il y avait à la fois cette sensation d'impuissance, c'est-à-dire que moi, si j'ai écrit, c'est probablement parce que les tribunes, les reportages, les opinions, les analyses, tout ce qui fait appel à la rationalité, d'une certaine façon, était usé et inefficace, et qu'il fallait à un moment donné réveiller. Et réveiller, c'est passer par une forme de cruauté et d'horreur. Et d'autre part, ça m'a beaucoup réconforté de voir qu'il y avait énormément de gens qui voulaient faire quelque chose et qui ne se sentaient pas du tout à l'aise avec l'idée qu'ils ne faisaient rien ou qu'on ne faisait rien. Et que cette lâcheté, précisément, bien sûr qu'elle est là dans la mesure où on se contente que des gens en notre nom, nous Européens, fassent de l'Europe un lieu de non-accueil. Mais je pense que ce texte, c'est une petite pierre pour faire bouger un petit peu les choses dans les consciences. Et d'ailleurs, un mois après le début des représentations, la guerre en Ukraine a éclaté. On a vu non pas ces migrants, on les a appelés réfugiés, de ces réfugiés ukrainiens qui ont pu passer les frontières comme dans du beurre. Et tant mieux, ils ont pu trouver du secours en Europe et notamment en France. Et ça, encore plus, les comédiens étaient encore plus troublés et le public aussi, parce que là, on parlait de ces migrants qui étaient tout aussi dans le besoin d'être secourus et qu'on ne secourait pas. Et donc, ça a montré qu'on pouvait faire une sorte de sectarisme humanitaire, voire de racisme humanitaire. Et donc, pour moi, ce texte, il est là comme étant un rappel permanent de vers où il faudrait aller pour qu'on soit dans une société respirable. Un texte de 50 pages qui peut effectivement bouger des choses. C'est ça la force de la littérature et la force des mots, Éric Fotorino. Oui, ça j'en suis convaincu. C'est pas la longueur d'un texte qui fait sa force, c'est la densité, c'est la nécessité dont on parlait tout à l'heure.
Mais c'est aussi un agencement des mots différents. Je veux dire par là que j'ai en tête cette phrase de Colette que j'aime beaucoup qui dit « Avec les mots de tout le monde, écrire comme personne ». J'ai pris les mots de tout le monde, mais simplement je les ai agencés de telle manière dans ce dialogue qu'ils tordent un petit peu les convenances, et qu'à partir de là, on est ailleurs, on est dans un ailleurs un peu indicible, et qu'on ne veut pas toujours voir ou entendre, et qui là, tout d'un coup, prend une autre dimension. Pour moi, ma traductrice anglaise, qui est en fait irlandaise, en traduisant La pêche du jour, m'a dit je pense au texte de Jonathan Swift qui s'appelle La modeste proposition. C'est un texte du début du XVIIIe siècle qui lui a valu beaucoup d'ennuis, où il dit les familles pauvres de Dublin ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants qui sont trop nombreux. Il y a une solution, c'est ça sa modeste proposition, c'est de nourrir ces enfants pendant quelques mois, qu'ils atteignent un poids satisfaisant et qu'on les vende aux riches familles bourgeoises de Dublin pour qu'ils mangent ces enfants. Et je ne connaissais pas ce texte et je me suis dit finalement que des esprits pouvaient être reliés d'une époque à l'autre face à une situation, à une réalité qui leur paraît abominable et inhumaine alors qu'elle est créée par nous humains. C'est incroyable comment ces deux textes se répondent finalement. Oui. Je ne connaissais pas non plus. C'est un conte cruel, La pêche du jour, c'est ça, c'est un conte cruel. C'est ça. Qui a sa force aussi. Vous naviguez, je le disais au départ, entre textes plus intimes, plus personnels, où vous remontez le cours de votre vie, Éric Fotorino. Vous faites des éloges à la bicyclette, notamment, qui est votre grande passion, le vélo. Et puis, certains textes sont vraiment des textes politiques en ce sens. Mohican en est un, même si c'est un texte aussi un roman, mais ça parle de l'agriculture, ça parle du monde. Est-ce que ça, vous le revendiquez? Est-ce que je peux dire que certains de vos textes sont éminemment politiques? Ah oui, je pense. Je pense, alors, pour moi, il y a une poétique de la politique, c'est-à-dire qu'un texte comme Mohican, qui raconte ces paysans du Jura, donc on n'est pas très loin d'ici, c'est vrai que ce sont des figures qui, pour moi, sont vraiment emblématiques de ce qu'on appelle l'identité de la France, non pas au sens identitaire d'un certain nombre de politiciens, mais au sens plus historique que pouvait développer quelqu'un comme Fernand Braudel, par exemple, quand il a écrit cette grande somme sur l'identité de la France. Donc pour moi, les paysans sont consubstantiels au territoire, au terroir, à notre identité, à qu'est-ce que c'est qu'être français par rapport à être allemand ou être hollandais ou huron. Et donc, si vous voulez, ces textes-là, et ce texte en particulier de Mohican, c'était à travers une famille, c'est pas des idées générales. Le roman, ce n'est pas des idées générales. Le roman, c'est des personnages, il leur arrive des choses, et on essaie de rentrer dans ces vies, de les comprendre, on est touché plus, j'allais dire, par le ventre que par la tête. On est touché par des émotions. Et c'est vrai que ces trois générations de paysans que j'ai mises en scène dans le Jura, elles racontent d'une certaine manière qu'est-ce que c'est que la modernité, la confrontation à la modernité, au regard, sinon de mépris, mais en tout cas très, très hautain, très en surplomb de ceux qui ne travaillent pas la terre, qui ne comprennent pas toujours. Et pour moi, c'est un texte éminemment politique dans la mesure où il est effectivement une sorte de témoignage sur cette civilisation rurale qui disparaît, ou qu'on veut faire disparaître pour la remplacer par on ne sait trop quoi, mais quelque chose dont les racines sont beaucoup plus discutables. Et d'ailleurs, il n'y a pas de lien entre La pêche du jour et Mohican, mais il y en a quand même un énorme. C'est-à-dire que Mohican raconte l'enracinement, La pêche du jour raconte le drame du déracinement, et qu'il ne peut pas y avoir plus perdu sur Terre qu'un homme, qu'une femme, qu'un enfant qui sait lui-même cisailler ses racines. Et c'est pourquoi les paysans du Jura dépeints dans Mohican, avec tous ceux qui les ont précédés, ils ont un enracinement profond qui détermine très largement leurs actions, leurs pensées et leur destinée. Finalement, vous ne questionnez que les racines depuis toujours, dans tous vos livres. Oui, je pense que c'est probablement, Lévi-Strauss sur le structuralisme aurait dit c'est un invariant, mais c'est vrai que je pense que
c'est pas moi qui suis le commentateur de mes propres livres, mais disons que c'est vrai, vous avez raison, que si on prend l'essentiel de mon travail et d'écrivain, même d'essayiste ou de journaliste, c'est vrai que gratter ses racines, c'est quelque chose qui m'occupe depuis beaucoup de temps. Comment on se protège quand on est tellement au cœur du monde et de l'actualité? Parce que, je le répète, le 1 est vraiment, encore plus en ce moment, on prend le pouls du monde, quand la pêche du jour est aussi... comment soi-même on se protège de toutes ces violences du monde? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, d'une certaine manière, et c'est pas c'est plus qu'un clin d'œil. C'est vrai que moi, je suis beaucoup sur mon vélo. Et donc, c'est des moments à la fois de grande solitude, de solitude choisie, comme l'écriture, d'une certaine manière. Pour moi, il y a des sortes d'équivalence entre l'écriture et l'effort physique à travers, justement, cet univers assez bucolique qu'est le parcours d'un cycliste au milieu de la nature. Donc moi j'ai toujours des moments de solitude où il n'y a ni téléphone, ni rien d'autre que finalement de ce rapport avec en l'occurrence là, un effort physique, mais qui est pour moi très agréable de pédaler des heures et des heures dans la campagne, au bord de la mer, dans les montagnes. Partout où je peux aller ou poser mes roues, je le fais. Et ça m'accompagne depuis que j'ai 13 ans. C'est fou, hein? Donc ça fait quand même bientôt 50 ans, pas 60, ça fait bientôt 50 ans que mon vélo et moi, on ne fait qu'un. Vous savez, c'était Malaparte qui disait « le vélo est un squelette extérieur ». Le vélo, c'est mon squelette extérieur. Et donc ce squelette, il me permet de me déplacer. Il y a un terme très fort dans le vélo. Donc quand on fait la course de vélo, on dit on s'échappe. Ah oui, l'échappée. C'est une échappée permanente. Et donc si vous voulez, de jamais être là exactement où on croit que vous êtes, de pouvoir échapper justement à la contingence des jours, à la contingence de cette violence dont vous parlez et qui évidemment parcourt à la fois mon travail. Ça veut dire que le vélo peut vous apprendre aussi à vous échapper parfois dans votre tête quand vous êtes quelque part? Ah mais complètement. Complètement. Là je ne l'ai pas pris à Saint-Dié il y a quelques années aux Figues. J'étais venu aux Figues et j'avais pu rouler un petit peu dans les routes pentues qu'il y a autour de Saint-Dié. Mais très souvent, je m'échappe vraiment de plein de contingences. Vous voyez, dans Paris, par exemple, j'ai depuis maintenant presque 15 ans un petit vélo pliant en 3 comme mon journal d'ailleurs, peut-être que mon inconscient a parlé. Et je vais à tous mes rendez-vous sur ce vélo. Et si vous voulez, quelquefois, je prends comme ça, j'ai un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure où je roule dans Paris et je suis tout à fait ailleurs. Et ça me permet de me reconcentrer pour que le moment venu, je puisse être frais et dispo. Quelle est votre saison préférée? Saison préférée, je pense que j'aime beaucoup le printemps parce que c'est une promesse en fait. Le printemps, c'est la promesse de l'été, c'est la promesse des beaux jours. Et une fois que j'ai dit ça, chaque saison offre à un moment donné la perspective d'autre chose. Je veux dire par là qu'en hiver, vous pouvez avoir tout d'un coup des journées incroyablement belles et douces, et elles sont là comme si le distributeur de cartes s'était un peu emmêlé les pédales et on vous offre une journée d'été en hiver. Et c'est vrai que j'aime bien aussi quand les saisons ne sont pas ce à quoi elles devraient ressembler. Le pas de côté, encore une fois, ou l'échappée finalement. Oui. Merci beaucoup, Éric Fotorino, La pêche du jour. Merci, je crois qu'il y aura encore beaucoup de choses autour de ce livre-là. Et puis, je sais que vous êtes en pleine écriture, donc d'ici quelques mois, quelques années, oui, on verra. Pas trop d'années, mais disons 1 ou 2 ans, oui, peut-être 2 ans. Il ne faut pas trop envoyer au lecteur de livres de façon compulsive. Donc, et puis il y a plein d'autres choses. L'hebdomadaire Le 1, je l'ai dit, mais je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas dit Zadig, je n'ai pas dit votre... Légende. Voilà, Légende, qui est aussi un livre incroyable, Légende. Le dernier, Légende, est consacré à... Alors, c'était le général de Gaulle. Voilà. Et puis celui qui va arriver là, dans quelques jours, il est consacré à Raphaël Nadal. Ah oui, voilà. D'accord, incroyable. Ouais. Ben écoutez, Légende, c'est le 3e, je crois. Non, plus que ça, ce sera le 8e. Bon, je suis passée le temps passe, à côté de certains. mais tant mieux. Merci beaucoup, Éric Fotorino. Avec plaisir.